Bonjour Pascal Bouchard. Bonjour Claude. Tu es agrégé de lettres, docteur ès lettres. On t'imagine dans une salle de classe, voire dans un amphithéâtre, peut-être même dans l'institution scolaire, et en fait tu es journaliste. Alors, producteur à France Culture, cofondateur de l'AEF, aujourd'hui tout éduque, tu es certes spécialisé en éducation, mais comment expliques-tu cette trajectoire ? Je ne l'explique pas, c'est juste ma vie, les hasards de la vie. Non, un peu plus que les hasards de la vie. J'ai toujours voulu être journaliste et écrivain. À 20 ans, j'étais chargé de famille, il fallait que je gagne ma vie, j'ai été maître auxiliaire. Je me suis pris au jeu des concours, je me suis pris ensuite au jeu de la pédagogie. Et puis au bout d'un moment, il était quand même temps que je réalise ce que j'avais envie de faire. Mais est-ce qu'il existe alors un continuum enseignant-journaliste ? Est-ce que c'est quelque chose de logique, je dirais ? Oui, il y a une logique très profonde. La première, c'est que dans les deux cas, il s'agit de transmettre. Et il s'agit surtout d'être un médiateur. Quand je suis prof de français, je m'arrange ou j'essaye de faire en sorte que Corneille ou Montaigne soient des personnes proches des élèves, enfin de rapprocher. Et en tant que journaliste, j'essaye d'expliquer à mes lecteurs ou à mes auditeurs quand je travaillais à France Culture le sens des politiques qui sont mises en œuvre, le sens des actions des acteurs. Enfin, j'essaye, je fais du lien. Je suis toujours un médiateur. Je peux peut-être ajouter quelque chose, c'est que dans tous les cas, il y a une notion de respect. Je n'aime pas beaucoup parler d'objectivité. Aucun journaliste n'est objectif. En revanche, j'essaye d'être respectueux de tous ceux qui me paraissent être respectables. Et beaucoup de gens sont très respectables, même si je ne suis pas forcément d'accord avec eux dans l'éducation. Ils ont tous de bonnes raisons de dire ce qu'ils disent et de faire ce qu'ils font. Et mon boulot, c'est d'essayer de comprendre ces bonnes raisons. De même que j'essayais de comprendre les bonnes raisons qu'a un élève de ne pas parler tout à fait comme la grammaire officielle le prétend ou comme les manuels de littérature disent qu'il faut parler. Alors aujourd'hui, c'est tout éduque. Tout éduque revendique brièveté et simplicité. En ce temps de fake news, d'hoax, de post-vérité, est-ce cela le nouveau journalisme ? Je ne sais pas si c'est nouveau, j'essaye simplement de faire quelque chose d'honnête. C'est déjà pas mal. Tout éduque, pas de photos, du texte, rien que du texte. À l'heure d'Internet, c'est cela l'information ? Oui. Oui, je pense que l'image c'est très bien. Le texte aussi. Et puis le texte, l'avantage du texte, c'est qu'on peut le lire rapidement, on peut le parcourir. Je disais que je me suis pris au jeu des concours alors que j'étais maître auxiliaire. Bon, donc j'ai préparé les concours par correspondance. C'est formidable par correspondance. Je parcourais en 10 minutes un cours que sinon j'aurais entendu pendant 2 heures en amphithéâtre. Non, vive l'écrit. Alors justement, vive l'écrit, tu écris beaucoup. Et on sent bien que tu y prends plaisir. Des essais sur l'éducation, bien sûr. Avec ton dernier livre, Ce que vivre m'a appris, tu fais l'éloge de la médiocrité, du politiquement correct, de la bien-pensance. N'est-ce pas un peu provocateur pour un journaliste ? Alors, c'est provocateur à plus d'un titre. D'une part, effectivement, je sors de mon rôle de journaliste éducation et je me pose comme philosophe et anthropologue. Alors que je ne suis ni philosophe ni anthropologue de formation. Je revendique le droit de penser. Et de penser au-delà de ma spécialité qui est l'éducation. Je le revendique parce que je pense qu'il y a d'une part une urgence démocratique qu'on sent bien à travers l'éducation mais qui dépasse la question de l'éducation. Quand on fait le procès du politiquement correct, et chacun voit à qui je pense, qui a beaucoup parlé d'éducation, souvent pour dire beaucoup de bêtises, et qui a fait le procès du politiquement correct, on fait le procès d'une morale inventée, d'une morale qui ne tombe pas du ciel, qui ne vient pas des 10 commandements, qui est une espèce de petit bricolage, avec ses imperfections. C'est pas parfait le politiquement correct. Mais c'est
ça touche des points qui ne peuvent pas être dans la loi. On ne peut pas interdire aux gens de penser mal. On ne peut pas interdire aux gens d'insulter leurs voisins parce qu'on ne peut pas avoir un flic derrière chaque personne et on ne peut pas verbaliser tous les dérapages. Il faut donc qu'il y ait une espèce de code qui fait qu'on ne traite pas son voisin de sale nègre ou de sale youpin ou de sale tout ce qu'on veut parce qu'on sait qu'on a franchi une limite. Et le politiquement correct, ce n'est pas le conformisme, contrairement à ce qu'on nous a dit, ce n'est pas le fait de dénommer les balayeurs techniciens de surface, ce qui ne se trouve nulle part, ce qui est une pure invention, ce qui est un fake news. Non, il faut revenir à des choses sérieuses, c'est bien l'immanence, c'est-à-dire une morale humaine, non divine, non général comme le sont forcément les textes de loi. Quelque chose qui vient entre les hommes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui se passe entre les hommes. C'est la fraternité. Et je pense qu'il y a urgence. Il y a une urgence démocratique à réinventer des formes de politiquement correct, de fraternité, de relations entre les hommes. Et ça m'amène, évidemment, à parler de Heidegger, pour que la question n'est pas comment on peut vivre entre les hommes, mais comment il peut y avoir un être ou du néant. Bon, la confrontation de l'être et du néant. Ça m'amène à poser la question de toutes ces grandes catégories qui sont la nature, Dieu, le travail, l'argent, enfin tous ces grands concepts qui organisent notre vie quotidienne et nos relations, qui surplombent en quelque sorte nos relations entre individus. Il fallait que je les examine d'abord avant de poser la question du vivre ensemble. Alors tu les as posées, mais là tu les as pas toutes citées, puisque tu as cité le travail, tu as cité l'école, tu as cité le savoir. Alors effectivement, non mais c'est vrai, j'aime provoquer, j'aime les formules un peu paradoxales. D'ailleurs, pour ce qui est du savoir, pour toi c'est direct, hein. Le savoir n'existe pas et sa transmission encore moins. Le savoir n'existe pas, en tout cas n'est pas un objet. C'est la réification du savoir qu'il faut condamner. Le savoir est un processus, une dynamique, et on peut mettre des enfants ou se mettre soi-même dans cette dynamique du savoir, mais ce n'est jamais acquis. Donc on ne peut pas transmettre au sens où on transmet un objet. Maintenant, ce qui me gêne aussi dans cette idée de transmission du savoir, c'est que c'est une formule qui est revendiquée pour l'opposer à l'éducation. Or, il n'y a pas de transmission du savoir, il n'y a pas d'enseignement qui se fasse sans transmission de valeurs. Alors, je m'amuse à prendre l'exemple de l'enseignement du latin quand j'étais élève, et qu'on nous donnait... Mais ça reste d'actualité. Et qu'on nous donnait des versions latines à faire, on se débrouillait pour trouver d'où ça venait, et puis on allait acheter la traduction, et finalement, un exercice qui aurait dû nous apprendre des valeurs, d'honnêteté intellectuelle, d'humilité devant les faits, nous apprenait à tricher et à devenir vraiment des faussaires, puisqu'on prenait la traduction, mais on s'arrangeait pour que ça ne se voit pas trop. La démocratie reste pour toi un objectif de vie, tu en fais l'éloge. Comment tu l'imagines ? D'une part, la démocratie, je ne dirais pas que c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, c'est une nécessité, pour deux raisons. La première, c'est que même quand les experts ont raison, s'ils disent voilà ce qu'il faut faire et c'est comme ça parce que ce n'est pas autrement, ça ne marche pas. Il faut que les gens se l'approprient. Ça prend du temps, la démocratie, c'est empoisonnant la démocratie, mais c'est nécessaire de donner aux gens le temps de s'approprier les solutions que les experts connaissent déjà depuis 10 ans, depuis 20 ans, ils ragent et piétinent, c'est insupportable parce que ça n'est toujours pas fait alors que ça devrait être fait depuis longtemps. Mais c'est nécessaire, ce temps-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a des points sur lesquels les experts sont d'accord, il n'y a pas de problème, et puis il y a des points sur lesquels ce n'est pas évident. Et à ce moment-là, il faut bien trancher d'une façon ou d'une autre.
Et la règle du 50+1 n'est pas forcément terrible, mais elle est meilleure que le tirage au sort ou la solution du despote plus ou moins éclairé. Il y a autre chose. Notre démocratie est arrivée à un point de difficulté. La démocratie, elle fonctionne forcément par délégation. On est bien obligé de déléguer le pouvoir à quelqu'un et on ne peut pas mettre sur la place publique les rapports de nos services secrets et on ne va pas en débattre comme en palabré sous le baobab pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide et ce quelqu'un, on le désigne par la règle du 50+1. Il y a des cas où il faut trancher les nœuds gordiens. C'est une façon comme une autre. Mais sur des tas d'autres choses, des tas de sujets, et je pense à des sujets qui sont derrière nous comme devant nous. Je pense aussi bien au mariage pour tous ou à telle ou telle réforme pédagogique que demain au problème de PMA, de légalisation des stupéfiants, etc. Tout ça, ça doit être sur la table, ça doit être débattu. Mais ça ne peut pas être débattu par la démocratie participative qui est trop souvent celle de celui qui parle le plus fort. Ça ne peut pas être fait par tirage au sort. C'est une belle idée le tirage au sort, mais j'ai été juré d'assises. Moi j'étais très fier d'être juré d'assises. Puis très heureux de vivre cette expérience, qui est terrible mais passionnante. J'ai vu plein de gens arriver avec des mots d'excuses et qui essayaient de se défiler. Non, les gens n'ont pas du tout envie d'être tirés au sort et on aurait des tas de biais, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut mixer et j'imagine qu'au niveau des bassins, qu'à un niveau très proche de la population, on ait des conseils économiques et sociaux de bassins qui s'autosaisissent de problèmes de politique locale ou de problèmes plus généraux, qui débattent forcément en public, sur un temps nécessairement suffisamment long, en écoutant des experts, en se faisant faire des fiches de lecture, de résumé de l'état de la science sur tel ou tel sujet. Et je me dis que si à Mont-de-Marsan, à Dieppe, à Épinal et dans les quartiers de l'Est parisien, on arrive aux mêmes réponses à peu de choses près, à ce moment-là, c'est que l'opinion publique est prête à admettre la légalisation du cannabis ou au contraire son interdiction, l'une ou l'autre. Mais après débat, et un débat dont les gens se soient réellement emparés. Alors, est-ce que parmi les trois valeurs bien connues de la République, liberté, égalité, fraternité, ne faut-il pas peut-être les présenter de façon un petit peu différente en mettant la fraternité en position emblématique? C'est un petit peu ce que tu écris. Absolument. Absolument. Je pense que c'est cette fraternité que nous avons un peu oubliée, qui nous manque. On parle tout le temps de la liberté, qui est souvent la liberté d'entreprendre, et de l'égalité, qui d'une certaine façon s'oppose au libéralisme. Et on a cette espèce de duopole entre ces deux valeurs qui sont à la fois complémentaires et concurrentes. Et puis on oublie un peu la troisième dont on ne sait pas trop quoi faire, cette fraternité, ce politiquement correct qui défend la fraternité. Et c'est elle qui nous permet de vivre quand même, de vivre ensemble. Cet essai n'a pas été écrit au hasard du temps. Enfin, moi, c'est un petit peu mon impression. Comment peut-il inspirer la période électorale que nous traversons? Quelle lecture tu en as? Alors non, cet essai, je l'ai écrit très rapidement à l'été 2015, ou même 2014, je ne sais plus. Mais j'en avais écrit une première version très longuement pendant les 2 années qui ont précédé, et ça faisait 2 ans que je tâtonnais pour trouver la bonne forme sur ce sujet. Et la façon d'arriver à penser, parce que je fais partie de ces gens qui pensent en écrivant. Je ne pense pas à blanc, je ne me fais pas un plan disant je veux arriver là, etc. C'est en écrivant que je pense, et j'essaye d'entraîner mon lecteur dans cette pensée en train de se faire. Mais non, je ne l'ai pas écrit pour la période électorale, mais je pense qu'il y a une double urgence, une urgence démocratique que je viens de décrire,
mais on a aussi une urgence ontologique. Désolé, ça fait un peu cuistre dit comme ça, mais je crois que nous sommes dans une période de fragilité des identités. Et je ne parle pas de l'identité collective, de l'identité nationale ou des identités communautaires. Je parle de l'identité des individus. Je vais prendre quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais que je trouve très frappant, c'est la mode des tatouages. Celui qui est tatoué, quand il se réveille le matin, il regarde son tatouage et il se dit « bon, ça va, je suis toujours le même, je suis toujours là ». Nous n'avons plus de Dieu, ou nous en inventons d'autres. Nous avons une déesse nature, là, avec le bio, la mode du bio, les anti-OGM. Que tu démontes, hein, dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, absolument. Oui, non, je n'ai rien contre le bio. En soi, ça peut être très bien. J'ai quelque chose contre la religiosité qui est liée au bio. L'invocation de la nature comme une nouvelle divinité. Et c'est ça qui me gêne. Mais on voit bien que dans une société où on se cherche entre la perte de Dieu, la perte du communisme, la perte des grands idéaux ou des grandes vérités révélées, la création de nouvelles religions, les gens sont un peu perdus. J'essaye de donner des éléments de réponse à ce qui pourrait constituer une nouvelle morale qui permettrait aux individus de se sentir un peu plus forts, un peu plus assurés d'eux-mêmes. Merci beaucoup Pascal Bouchard.